again with fire and fury. Notre pays gagne à nouveau. En fait, nous gagnons tellement que nous ne savons pas vraiment quoi en faire. Les gens me disent « S'il vous plaît, monsieur le président, nous gagnons trop, nous n'en pouvons plus. Nous n'avons pas l'habitude de gagner dans notre pays. Jusqu'à ce que vous arriviez, nous perdions toujours. Mais maintenant, nous gagnons beaucoup trop. » Et je dis « Non, vous allez gagner à nouveau, vous allez gagner gros, vous allez gagner bien plus que jamais auparavant. » Dans le monde selon Trump, il n'y a pas vraiment de place pour la nuance ou l'ambiguïté. Soit on soutient sans réserve l'action du président des États-Unis, alors on se lève, on applaudit à cette incroyable série de victoires. Soit on est l'ennemi de l'Amérique, de ses valeurs traditionnelles, de sa culture, de la paix dans le monde, de la prospérité ou encore même de la liberté d'expression. Et alors il faut se préparer à essuyer la foudre ou les injures. Vous devriez avoir honte de ne pas vous être levé. Vous devriez avoir honte de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast Le Monde selon Trump pour écouter, analyser, décrypter chaque semaine les mots et les actes du 47e président des États-Unis. Vous venez d'entendre 2 courts extraits du plus long discours sur l'état de l'Union de l'histoire des États-Unis, 1 heure et près de 48 minutes. Et c'est peut-être cela au fond qui donne à ce discours une dimension historique, plus que sa durée ou un contenu qui n'a pas apporté grand-chose de neuf. D'un côté, les applaudissements et les hurrahs républicains, et puis de l'autre, le silence émaillé de quelques protestations démocrates, enfin de ceux qui étaient présents, puisque plusieurs dizaines d'élus, une cinquantaine, dit-on, du côté démocrate, avaient choisi de boycotter cette allocution présidentielle. Alors entre les deux, y a-t-il désormais plus qu'une fracture, une forme de haine, une division sans précédent entre ces deux Amériques? Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Tu es professeur agrégé d'histoire, l'un des plus fins observateurs de la vie politique et de l'histoire politique aux États-Unis. Je salue aussi bien sûr, comme chaque semaine, Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Salut Antoine. Salut Thierry, bonjour Corentin. Bonjour Antoine. Alors on en a connu des discours sur l'état de l'Union qui étaient parfois aussi un peu houleux et on a l'habitude, c'est assez classique en fait, de voir un côté qui se lève, qui applaudit et puis l'autre qui reste assis sur ses mains comme on dit en anglais, qui boude en quelque sorte ce discours. Mais là, on a le sentiment qu'on était quand même dans autre chose. Oui, on peut avoir ce sentiment parce que cette fois-ci, la division, elle a été instrumentalisée comme une forme de gimmick du discours par Trump. C'est-à-dire que tout son discours était construit sur le fait d'apostropher les démocrates et de les prendre à témoin de ce qu'ils n'avaient pas fait, selon lui, pas fait et même fait avec malveillance, selon lui, contre le peuple américain, et souligner au contraire ce que lui avait très bien fait, et le faire applaudir par ses partisans républicains. Et donc, ça a donné ce discours où, systématiquement, Donald Trump donc, voyait ses partisans se lever et l'applaudir à chacune de ses initiatives, et ensuite, il stigmatisait les démocrates, on l'a entendu, mais ça a été à plusieurs reprises, pour ne pas s'être levé, pour ne pas avoir voté, par exemple, la loi budgétaire l'an dernier. Il les a stigmatisés pour, selon lui, ne pas participer à l'effort de redressement des États-Unis. Mais ça va plus loin, en effet, parce que par exemple, à un moment donné, Donald Trump a critiqué les démocrates, a commencé à critiquer les démocrates sur leur non-soutien à la proposition de loi qui obligerait à avoir une pièce d'identité pour s'inscrire sur les listes électorales et avoir une pièce d'identité avec photographie pour pouvoir voter. Ce qui est un vieux débat et un projet auquel il tient beaucoup. S'opposent à ces lois parce qu'elles peuvent, effectivement, ce sont des procédures qui pourraient s'avérer discriminantes pour les minorités. Et là, Donald Trump a dit, s'ils s'opposent à ces lois, c'est parce qu'ils veulent tricher. Et pourquoi ils veulent tricher? Parce que de toute façon, ils ne peuvent gagner les élections qu'en trichant. Je veux dire, dans une démocratie, quand un président dit ça du principal parti d'opposition, il me semble qu'on a effectivement franchi un cap. C'est-à-dire que le président des États-Unis considère que le principal parti d'opposition ne peut plus gagner les élections sinon en trichant. Ça ruine un élément central dans toute démocratie libérale, c'est le principe de l'alternance, de l'acceptation de la défaite. On entend bien Donald Trump hier soir. Pour lui, les démocrates, d'une part, sont hostiles
au peuple américain. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ils n'ont pas l'intérêt du pays. Ils veulent détruire le pays. Ils veulent détruire le pays. Enfin, il faut se rendre compte quand même, les mots ont un sens. Quand vous dites de votre principal parti d'opposition qui veulent détruire le pays, qu'ils servent des intérêts étrangers. Alors ça aussi, ça revient beaucoup dans son discours. On l'avait entendu sur la Cour suprême. Il le dit aussi souvent des démocrates. Je veux dire, ce sont des accusations gravissimes. Et donc, il les disqualifie en tant qu'opposition légitime. Et il va même plus loin puisqu'il dit, de toute façon, ils veulent tricher aux élections parce qu'ils ne peuvent pas gagner sans tricher. Partant de là, déjà, ça renforce encore la tension qu'on sent monter sur les élections de mi-mandat pour 2026, mais on peut se dire comment le pays se réunit à l'avenir. Est-ce qu'il y a encore un point commun, des points communs entre ces deux partis? Tu nous décrivais la rhétorique et la méthode qu'il a utilisée. Il y a eu un moment qui a évidemment été marquant dans ce discours, c'est celui où en quelque sorte, il met en demeure les démocrates de façon finalement assez habile. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, s'il vous plaît, levez-vous et montrez votre soutien. Le premier devoir du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains, pas les étrangers en situation irrégulière. Voilà, et donc là, les démocrates se retrouvent dans la situation suivante. Soit ils restent assis, et ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que le premier devoir du gouvernement américain, c'est de soutenir les citoyens et non pas les immigrés illégaux. Soit ils se lèvent et ils applaudissent comme leur demande Donald Trump, et à ce moment-là, on se demande à quoi ils servent, puisqu'il n'y a plus vraiment d'opposition. Ils sont d'accord avec lui, finalement, sur un sujet essentiel. Plutôt bien joué, non ? Alors, oui, tactiquement, c'est bien joué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois beaucoup d'élus démocrates avaient choisi de ne pas venir, parce qu'ils avaient bien compris, ça avait déjà été le cas lors du premier mandat, que ce discours sur l'état de l'Union tend à devenir une forme de presque de parade du président avec ses partisans, et que là-dedans, l'opposition, elle a un peu le rôle au mieux de pot de fleurs et au pire justement elle peut se retrouver piégée. Donc c'est pour ça que beaucoup ont voulu éviter le piège, mais effectivement là c'était manifeste. On l'a vu aussi à un moment où Elizabeth Warren, sénatrice bien connue, qui a été présidentiable, sénatrice du Massachusetts, qui représente plutôt, on va dire, la gauche du Parti démocrate, et ben à un moment donné, elle a applaudi parce que Trump faisait une proposition pour l'interdiction en fait de pratiques financières pour les élus, et on la voyait dire en même temps qu'elle applaudissait, mais oui, mais je suis d'accord, donc je vais pas faire semblant. Et donc on voit bien qu'effectivement c'est tout le problème lors de ces discours sur l'état de l'Union. Et c'est pour ça que les démocrates n'ont pas vraiment grand-chose à y gagner, parce que, il y a eu comme d'habitude, de la part un peu d'éléments qui sont un peu spécialisés maintenant, le représentant Green qui a été expulsé parce qu'il avait amené une pancarte. Bon, il y a eu des manifestations d'opposition radicale, un petit peu des coups d'éclat, un peu théâtraux, mais sorti de ce théâtre-là, effectivement, il n'y a pas grand choix, sinon rester immobile et ne pas bouger, ou alors être obligé d'applaudir. Donc effectivement, c'est compliqué. Mais sur la proposition particulière qu'il a faite, on en revient quand même, et on sent que Donald Trump veut en faire un des enjeux de l'élection de mi-mandat. C'est-à-dire, il l'avait déjà fait avec Kamala Harris en 2024, c'est-à-dire dans les publicités contre Kamala Harris, il disait elle est pour eux, je suis pour vous. Eh bien, on retrouve cette dialectique qui est extrêmement dangereuse, de dire les Républicains sont le vrai parti national, patriote, et les démocrates seraient, le terme a déjà été employé par Trump et par certains de ses proches, une forme de parti de l'étranger, défendant, Stephen Miller l'a dit plusieurs fois, le parti, conseiller du président de la Maison-Blanche. Principal conseiller politique, il l'a dit à plusieurs reprises, les démocrates sont le parti des étrangers sans papier et par ailleurs délinquants. Et donc, on voit encore... C'est une façon de disqualifier par avance, de délégitimer l'opposition. Mais c'est très dangereux de faire ça dans une démocratie, parce que
quelle est l'étape suivante? Je veux dire. Alors, ce qui est aussi frappant lorsqu'on regarde les sondages, et on les commande depuis plusieurs épisodes maintenant parce qu'ils évoluent, ils bougent quand même de manière assez claire, et ils nous disent finalement deux choses. La première, c'est que globalement, la cote de popularité de Trump dégringole, à la fois de manière générale et sur tous les sujets, y compris l'immigration d'ailleurs, l'économie qui reste le principal sujet de préoccupation des Américains. Alors c'est pas encore dramatique, hein, il est quelque part selon les sondages, entre 36, 38, à la lisière des 40% de bonnes opinions. Si c'était le cas pour Emmanuel Macron à Paris, on déboucherait le champagne à l'Élysée. Pour un président américain, en dessous de 40%, c'est pas la même chose, hein. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. En revanche, sa base est toujours avec lui, mais est-ce qu'il commence quand même, lorsque tu regardes ses tendances, à avoir un problème politique, un problème de décrochage vis-à-vis de l'opinion, étant entendu que MAGA est toujours derrière lui, mais le reste, c'est plus compliqué. Alors, je crois que ça renvoie à la nouveauté, parce qu'il y a eu des nouveautés, j'allais dire, chez Trump, lors de sa victoire de 2024. Il y a quelque chose, alors ça peut paraître un peu enfoncer une porte ouverte, mais je ne le crois pas, c'est que il est devenu majoritaire en 2024. C'est la première fois que Donald Trump est devenu majoritaire en voix dans le pays. En 2016, il est élu, mais avec moins de voix qu'Hillary Clinton. Et c'est important, parce que ça veut dire qu'en 2024, il est allé chercher de nouveaux électorats. C'est-à-dire qu'il a élargi son socle électoral. Il a gardé, évidemment, j'allais dire la base blanche non diplômée, qui est son socle principal. Donc les 2/3 des blancs non diplômés ont voté pour lui en 2024. Les blancs évangéliques, donc fortement religieux, très conservateurs, qui votent au 4/5 pour lui. Ça, c'était déjà le cas. Mais on le sait, il est allé chercher de nouveaux électeurs chez les jeunes, en particulier chez les jeunes hommes, issus de minorités africaines-américaines et hispaniques. J'allais dire que ceux-là ont été séduits à l'époque, et c'était tout le fruit de son alliance avec Elon Musk, par un Trump qui mettait en avant la liberté, à la fois liberté d'expression, mais aussi liberté d'entreprendre, le moins d'État, la lutte contre l'État parasite, dans des thématiques qui, à ce moment-là, peuvent ressembler un petit peu à ce qu'on a connu en Argentine avec Milei, c'est-à-dire qu'ils ont aussi séduit une partie de la jeunesse. Et donc, il y avait cette idée qu'avec Trump au pouvoir, l'économie serait mieux gérée, et dans un sens beaucoup plus libéral, et donnant beaucoup plus de liberté d'entreprendre, et donc de chances de promotion à des personnes issues de minorités. Or, les résultats ne sont pas là pour l'instant. Ce sont les premiers qui ont commencé à partir. Parce que, effectivement, ça, c'est un peu peut-être une des surprises de la première année de mandat de Donald Trump, c'est que lors de cette première année de mandat, il a fait beaucoup de politique étrangère, ça on l'a vu, bon, je crois qu'on l'a tous bien vu, et bien, il a fait senti. Voilà, cette quête obsessionnelle du prix Nobel, et étrangement, il a perdu cet avantage qu'il avait sur l'économie. Et ça a particulièrement déçu cet électorat, ce nouvel électorat, j'allais dire trumpiste. Donc, ça a été les premiers déçus de Trump 2. Mais là où ça devient peut-être, et c'est là où on est peut-être à un moment un petit peu, si on regarde les études d'opinion, à un moment de bascule supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'y compris dans le socle MAGA, et donc en particulier dans l'électorat blanc non diplômé, on voit une désaffection qui est mesurée en particulier par le Cook Report, qui est vraiment un centre d'analyse politique très, très réputé, c'est qu'on voit un léger décrochage. Alors évidemment, il reste majoritaire dans cet électorat, mais il y a quand même un décrochage sur deux plans. Incontestablement, il y a eu une déception relative à, j'allais dire, déjà à la gestion de l'affaire Epstein, et qui s'est caractérisée par la rupture avec Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene, elle s'est faite un petit peu la voix
du Trumpisme populaire, vraiment de ces classes populaires, blanches, non diplômées, souvent du Sud, et qui est dans une optique qui est nourrie de conspirationnisme et et surtout d'un conspirationnisme anti-État, qui est très très fort depuis des décennies dans le monde, j'allais dire, national conservateur. Et là, il y a eu cette désillusion sur une gestion. Parce qu'elle attendait la lumière, les dossiers intégralement publiés. Exactement. Tout mis sur la table, sans la moindre sans le moindre caviardage, sans la moindre motion biffée. Ouais. Absolument. Et en cela, et par ailleurs, elle a porté aussi le fer sur les notions économiques et en particulier sur l'assurance santé et le coût de l'assurance santé sur lequel elle a pu, quand elle était encore au Congrès, puisqu'elle a quitté le Congrès depuis le début de l'année 2026, elle avait rejoint les démocrates, ce qui était quand même pas, ce qui n'était pas évident. Ouais. Donc, on voit qu'il y a eu une première désillusion de ce socle originel. Et aujourd'hui, il y a un deuxième champ de désillusion qu'il a essayé hier de combler. C'est que pendant longtemps, Trump, c'était un paradoxe vivant, mais un paradoxe qui fonctionnait en politique. C'était le milliardaire qui pouvait aller sur les tribunes avec les ouvriers du BTP, des chantiers, mettre un casque et être reconnu comme leur porte-voix. Un des leurs. Ça, c'était quelque chose qui était... Cette identification paraissait extrêmement mystérieuse, mais elle fonctionnait et elle avait très bien fonctionné. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne marche plus de ton point de vue, alors ? Justement, c'est que on commence dans les sondages d'opinion, on voit... augmenté, on l'a eu par exemple dans un sondage du Wall Street Journal le mois dernier, pour 60% des Américains, et c'était particulièrement vrai chez les blancs non diplômés, Trump ne met plus les bonnes priorités. Il ne s'intéresse plus aux choses qui importent vraiment. Il ne met pas les bonnes priorités. Et ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a ma fin de mois plutôt que l'Iran. Exactement, premièrement, mais aussi ma fin de mois plutôt que la sienne, parce que il y a cette notion que Donald Trump, et ça a été révélé par de nombreux titres de presse, s'est énormément enrichi avec sa famille depuis le début. On en parlait dans le dernier épisode, effectivement, exactement. Une étude notamment très approfondie du New Yorker qui dit 4 milliards de dollars de plus depuis l'arrivée du début de ce second mandat. En particulier, on le sait, dans le domaine de la crypto, ce qu'il a amené d'ailleurs à faire... il y a des relations un peu troubles avec les Émirats arabes unis, avec, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre le Trump business et le Trump chef d'État. Et ça nuit. C'est-à-dire que ça renvoie à l'image du milliardaire et qui ne se soucie plus des gens ordinaire. Or, auparavant, aussi bizarre que ça puisse paraître, Trump était vu comme quelqu'un qui savait se soucier des gens ordinaires. Et donc, c'est là où il y a une deuxième source de déclin. Tu voulais ajouter quelque chose, Antoine ? Moi, c'est exactement les échos que j'ai eus sur le terrain. Je suis allé en Pennsylvanie, donc loin de Washington, assez loin de Washington, au mois de décembre. Et effectivement, j'ai rencontré des électeurs de Donald Trump qui étaient déçus. J'ai suivi notamment un monsieur, un retraité qui faisait ses courses au supermarché, qui me racontait qu'il ne pouvait plus se payer du steak parce que c'était trop cher, etc. Et lui, il me disait qu'il était déçu effectivement par Donald Trump. Et il m'a dit, Donald Trump est déconnecté des problèmes des petites gens comme moi. Il passe son temps avec des milliardaires comme Elon Musk et il n'en a plus rien à faire des gens comme moi. Et c'est la première fois vraiment que j'entendais ce genre de discours chez des électeurs de Donald Trump. J'en ai rencontré d'autres aussi qui me disaient à ce même endroit que Donald Trump s'occupait trop des affaires extérieures, qu'il s'occupait trop de régler des guerres et qu'il ne s'occupait pas des problèmes du quotidien des Américains. Et donc, on sentait effectivement une sorte de désamour chez certains électeurs de Donald Trump. Alors, chez d'autres, pour le coup, il y a un soutien qui reste indéfectible. Et leur discours, c'est de dire, écoutez, Donald Trump a hérité d'un État catastrophique des États-Unis. Et évidemment, il ne peut pas tout régler du jour au lendemain, donc il faut lui laisser du temps. Combien de temps ? On verra combien de temps ça tient. Mais en tout cas, pour la première fois, j'ai entendu des électeurs de Donald Trump qui, effectivement, se disaient déçus et qui m'expliquaient qu'il était déconnecté des réalités des petites gens. Et ça, je ne l'avais jamais entendu jusqu'à maintenant.
Et d'ailleurs, on en a eu une preuve hier soir parce que donc depuis les années 1960 a été instaurée la tradition qu'au discours sur l'état de l'Union, qui comme on l'a dit est un peu devenu une forme de show présidentiel, le parti d'opposition, donc celui qui n'est pas à la Maison Blanche, a le droit à une réponse qui est prononcée donc à chaque fois par un grand espoir du parti. C'est l'occasion pour lui de se frotter. Et hier soir, c'était la nouvelle gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, qui a été élue donc à l'automne 2025 comme gouverneur de Virginie, en justement martelant sur les thématiques de pouvoir d'achat et sur la thématique de la déconnexion de Trump. Et hier soir, dans sa réponse, elle a repris exactement ça en disant il ne répond pas aux préoccupations quotidiennes des Américains. C'est un milliardaire et il est déconnecté des soucis des petites gens. Et donc voir donc une démocrate qui n'est pas d'ailleurs exempte peut-être d'ambition pour 2028, que ce soit pour président ou plus peut-être davantage pour un poste comme vice-présidente sur le ticket. Mais donc il y a des ambitions nationales, de voir que hier elle a ciblé dans sa réponse vraiment cette notion de déconnexion de classe, ce qui est très nouveau parce que Trump jusqu'ici était étrangement épargné par ça. Ouais. Alors parmi les promesses de Donald Trump sur le plan économique, il y a le fait de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État fédéral, des centaines de milliards de dollars, a-t-il dit, et puis de rétablir la balance commerciale des États-Unis grâce à ces droits de douane. Or, deux constats. Le déficit, c'est toujours le même. Sur l'ensemble de l'année 2025, d'ailleurs, les importations américaines ont même légèrement augmenté. Et puis aussi et surtout, coup de théâtre un peu attendu, mais quand même spectaculaire vendredi, avec cette décision de la Cour suprême qui annule donc ces taxes douanières que Donald Trump avait mises en place en mars dernier. Alors il tient immédiatement une conférence de presse pour nous expliquer que tout ça est absolument scandaleux, qu'il va évidemment rétablir ses droits de douane aussitôt puisqu'il a d'autres lois à sa disposition qui lui permettent de le faire. Mais on n'y voit pas forcément très clair dans ce qui constitue la suite. On imagine que ces nouvelles tentatives du pouvoir exécutif, ces nouveaux décrets vont à nouveau être contestés devant les tribunaux d'une part. D'autre part, on a déjà, et notamment de la part d'un certain nombre de ses adversaires politiques, mais aussi de grandes entreprises, des demandes de remboursement. On considère qu'il y a 175 milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses du gouvernement et les gens veulent récupérer cet argent qu'ils ont payé. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour dire, parce qu'elle est intéressante dans le monde de Donald Trump, comme toujours aux États-Unis, c'est créer un marché. C'est-à-dire que les gens qui avaient payé ces taxes douanières et qui avaient entamé des démarches pour les récupérer ont revendu ce droit. Et parmi les gens qui ont acheté ces droits de rachat, de remboursement des taxes douanières, il y a la famille de Howard Lutnick, qui est le secrétaire au commerce et qui donc, dans l'hypothèse d'un remboursement, pourrait gagner beaucoup d'argent. Je referme cette parenthèse, mais qu'est-ce que cet épisode, et on va ensuite revenir, parce que c'est important aussi, sur les critiques précises de Donald Trump contre certains membres de la Cour suprême, mais cet épisode-là, sur ce désaveu de la Cour suprême et sur la suite, parce qu'elle nous concerne nous directement. Les Européens, ils sont fondés à savoir maintenant, est-ce qu'on va continuer à payer des taxes douanières ou pas? Est-ce qu'il faut renégocier l'accord? Où est-ce qu'on en est? Alors, je crois que il faut rester déjà prudent parce qu'il faut ramener quand même ces décisions ne concernent que certains droits de douane, donc ceux qu'il a annoncés au mois de mars de l'année dernière. Voilà, qui avaient été ceux précisément qui avaient été décrétés sous la loi des pouvoirs économiques d'urgence de 1977. Ouais. Et ce que la Cour suprême a dit simplement là, c'est de dire en aucun cas, cette loi de 1977 donne autorité au président. Elle ne donne donc pas autorité au président pour lever des taxes douanières. Et c'est la raison pour laquelle lui dit maintenant il y a d'autres lois. J'ai le Trade Act de 1974, j'ai le Trade Expansion Act de 1962, j'ai la loi de 1930. Et dans tout ça, je vais puiser et je vais pouvoir avancer. Voilà, et c'est pour ça qu'il a annoncé dès le lendemain une taxation de 10%. Alors depuis il a dit 15%, mais il n'a pas encore fait officiellement. Mais voilà. Donc 10% pour remplacer. Donc c'est pas parce que parfois un peu si on n'écoute pas, on a pu comprendre, ah oui, ça y est, toutes les taxes, toutes les taxes douanières de Donald Trump n'ont pas disparu, et c'est simplement, la Cour suprême a fait une décision comme il lui revient de droit, précise, sur un point précis par rapport à une loi précise.
ce qui surprend, c'est déjà comment une administration présidentielle a pu faire une telle erreur. Parce que, comme tu le disais, c'était quand même... cette décision de la Cour suprême, elle était quand même annoncée. C'est-à-dire que tout le monde savait, depuis en particulier, puisqu'il faut rappeler que donc, la Cour suprême a entendu les parties, et donc, lors de cette audience... il était clair que les juges de la Cour suprême penchaient quand même pour l'invalidation de ces taxes sous le coup de la loi des pouvoirs économiques d'urgence. Donc, comment une administration présidentielle a pu faire une manœuvre aussi juridiquement risquée ? Déjà, ça, c'est une première question. Et ce qui renvoie quand même, et je crois que c'est quand même une des leçons de la première année de Trump, c'est qu'on avait dit oui, Trump 2, ce sera beaucoup plus, c'est beaucoup mieux préparé, c'est beaucoup plus expérimenté. Bon, là, c'est un exemple qu'on fait quand même un peu de l'improvisation parfois. C'est quand même pas juridique. Là, on voit bien, juridiquement, économiquement, c'est quand même pas parfaitement bordé. Ensuite, maintenant, il a effectivement, et d'ailleurs, certains des juges lui ont fait presque des conseils. Enfin, l'un des juges qui a voté en sa faveur, le juge Kavanaugh, il a d'autres outils législatifs, donc lui veut continuer ce protectionnisme. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un des ADN politiques de Trump. Trump, quand il prend le Parti républicain en 2016, une des métamorphose, c'est qu'il fait d'un parti libre-échangiste, internationaliste, il en fait un parti protectionniste, et parce que pour lui, il l'a répété hier des dizaines de fois, pour lui, alors c'est une drôle de conception, mais c'est la sienne, pour lui, le libre-échange, ça équivaut, pendant des décennies, les États-Unis ont été rançonnés, pillés par leurs partenaires commerciaux. Le déficit commercial, c'est la preuve qu'on s'est fait arnaquer. Voler, voilà, que les Américains se font voler. J'allais dire, mais il le dit. Mais ça va encore plus loin que ça, Corentin, parce qu'en fait, ces droits de douane, c'est vraiment la substantifique moelle de la politique de Trump, puisqu'il y a cet aspect-là des choses que tu décris. Il y a aussi le fait qu'il nous dit que c'est une arme politique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a besoin de faire plier un gouvernement dans n'importe quel pays dans le monde, il brandit cette arme et ça fonctionne, dit-il, même si il était souvent contredit par les faits, mais il continue à brandir cet argument qui est à ses yeux évidemment très important. Donc c'est vraiment au cœur de ce qu'il fait de ce point de vue. Parce que c'est lié. Et puis il dit aux Américains quand même hier soir aussi, dans le discours sur l'état de l'Union, grâce aux droits de douane, tenez-vous bien, bientôt vous ne paierez plus d'impôts sur le revenu. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais en fait, on va remplacer, ça va venir remplacer l'impôt sur le revenu en fait. Et ce qui est intéressant, parce que d'un certain point de vue, il revient là aussi, comme en politique étrangère, à une logique. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont été très protectionnistes au 19e siècle, en particulier à la fin du 19e siècle, et à une époque où l'impôt fédéral sur le revenu n'existait pas encore. Enfin bon, là aussi, c'est des conceptions un peu très anciennes. Enfin, il y a un peu des racines très anciennes. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait que pour Donald Trump, le protectionnisme, donc c'est se venger, selon lui, de décennies de vol de la richesse américaine, c'est faire preuve, et c'est lié, de force dans les relations internationales, alors que tous ses prédécesseurs, selon lui, ont été des faibles et ont laissé se produire ce pillage. Il dit toujours, Obama, Biden, ils ont laissé les industries être volées par les Chinois, par les Japonais, etc. Moi, je vous défends et je suis fort, et comme je suis fort, justement, j'utilise c'est aussi, effectivement, une arme de force, de montrer sa puissance. Et, cerise sur le gâteau, vous allez avoir concrètement l'effet dans votre porte-monnaie, c'est que ça va vous enrichir. Il dit, d'ailleurs il l'a dit hier, il a dit, c'est comme une forme de baisse d'impôt supplémentaire. C'est encore du pouvoir d'achat qu'on vous rend. Exactement. Mais le problème, c'est que cette troisième partie, pour l'instant, ça se voit pas, ça se sent pas. Et puis pour l'instant, il y a le problème que dans l'état actuel du droit,
on peut lui demander le remboursement des sommes déjà perçues. D'une part. Et puis tout ce qui touche à la fiscalité, il va retomber sur l'histoire du Congrès, puisque Effectivement. Dans cette hypothèse-là, il faudrait qu'il en passe par le Congrès, Voilà. où il a toujours une petite majorité, mais les choses ne sont pas si simples. Alors il y a l'autre aspect qui est quand même très intéressant dans cette décision. Elle était attendue pour les raisons que tu évoquais. Elle n'était pas acquise d'avance en raison de la composition de cette Cour suprême. On le rappelle, 6 juges conservateurs, 3 juges qui penchent plutôt du côté démocrate. Et effectivement, dans la majorité des 6 qui ont soutenu cette décision donc d'invalidation de ces droits de douane, il y a 2 juges qui ont été nommés à la Cour suprême par Donald Trump lui-même, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett. Et voilà le message qu'il leur a fait passer le jour même à l'occasion de sa conférence de presse. Je ne veux pas dire si j'ai des regrets ou non. Je pense que leur décision était terrible. Je pense que c'est une honte pour leur famille, si vous voulez une autre vérité. Tous les deux. Une honte pour leur famille. C'est quand même... On connaît Donald Trump, on sait qu'il est coutumier de l'invective, mais c'est quand même assez sidérant, quand on prend un peu de recul, d'entendre un président des États-Unis dire ça à propos de juges de la Cour suprême. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que le fait qu'il les ait nommés lui-même soit encore un facteur aggravant, mais c'est fou, quoi, quand même. Alors oui, effectivement. Alors moi, à titre personnel, j'ai été sidéré, et vraiment, même si avec le temps, à force de suivre Trump, on s'endurcit, mais là, quand même, je trouvais que c'était quand même à marquer d'une pierre blanche, parce qu'il y avait, en plus, cette allusion aux familles, il y avait un côté un peu presque de menace implicite, surtout quand on sait que Amy Coney Barrett a raconté qu'elle a été obligée, à la suite de menaces, de porter un gilet pare-balles. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre le juge Kavanaugh il y a quelques années. Je veux dire, on est dans ce climat-là, ces allusions aux familles, en plus, c'est très peu délicat, on va dire. Mais je crois que ça renvoie à 2 faits majeurs et qui démontrent, et c'est pas du tout une critique, mais Donald Trump, c'est un homme qui n'a jamais été élu avant d'être président, même pas élu au moindre échelon local, et qui n'a jamais servi dans l'État. Il n'a aucune culture politique au sens culture politique et, j'allais dire, bureaucratique. La première chose, c'est que depuis l'origine, il semble considérer que quand il nomme un juge, ce juge lui est là pour le servir, lui est redevable. Et ça, c'est quelque chose dont alors c'est aussi ça qui est. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les institutions américaines telles qu'elles devraient fonctionner. On se dit les choses clairement. Il ne respecte pas l'esprit traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette culture des institutions. Il n'a pas cette culture justement. Et donc, pour lui, c'est un petit peu comme s'il nommait un employé, en quelque sorte. C'est un employé qui a été nommé par le président, et alors certes, il est approuvé par le Sénat, mais il doit obéir, en quelque sorte, et faire servir les intérêts du président. Et d'ailleurs, ce qui explique que, et je reviendrai sur ce point, depuis le début de son 2e mandat, il n'hésite plus à nommer comme juges fédéraux. Par exemple, il a nommé comme juge en cour d'appel, donc l'échelon immédiatement inférieur à la Cour suprême, mais qui est le vivier dans lequel on va choisir les juges à la Cour suprême. Il a choisi son ancien avocat. Je veux dire, son ancien avocat au pénal, Émile Bove, pour être juge de la Cour d'appel du 3e circuit. Ne serait-ce que faire ça, j'allais dire, qui fait ça ? Enfin, je veux dire, en termes d'indépendance de la justice. Et donc, premièrement, il y a cette idée-là. Donc, il ne comprend pas que un juge, c'est pour ça qu'ils sont nommés à vie, il faut le rappeler, c'est pour leur donner une indépendance de jugement. Et alors, deuxièmement, je pense que l'allusion aux familles venait de là, c'est qu'en quelque sorte, Trump est quelqu'un qui personnalise tout. C'est-à-dire que ces juges, il les a reçus. Il a effectivement reçu leur famille au moment où ils ont prêté, où ils ont été investis. Et en quelque sorte, pour lui, il les connaît. Et donc maintenant, ce sont des ingrats. Et donc, il y a une forme de trahison qu'il place toujours au niveau auquel il ne devrait jamais le placer, c'est-à-dire personnel. Oui. Je sais que tu aimes beaucoup le sport américain. Oui. Tu as regardé la finale du hockey. Oui. C'était un très beau match jusqu'aux prolongations. Voilà. Une finale à l'arraché. Ce sont des héros maintenant, et d'ailleurs des héros qui ont été récompensés non seulement par la médaille d'or, mais
à ce fameux discours sur l'état de l'Union. Ils y ont assisté hier et le président Trump a annoncé qu'il allait remettre la médaille de la Presidential Freedom, de la liberté présidentielle, qui est la plus haute décoration civile au goal de l'équipe qui était le héros de ce match. Mais ce qui t'a marqué, toi, Antoine Hollard, c'est ce qui s'est passé dans les vestiaires après le match. Oui, exactement. Les joueurs de hockey ont eu le droit à la visite de Kash Patel, le directeur du FBI, qui est venu célébrer la victoire avec eux. On l'a vu descendre une bouteille de bière cul sec, taper sur la table, hurler, presque comme si c'était lui qui avait marqué le but de la victoire. Je vous laisse découvrir cette séquence assez incroyable. Alors, ça illustre une chose déjà, c'est que la magasphère est en ébullition depuis cette victoire contre le Canada de Mark Carney, le Premier ministre canadien qui ose tenir tête à Donald Trump. Mais ce qui pose question, c'est que Kash Patel, en fait, a utilisé un jet privé du FBI pour se rendre en Italie et participer à ces célébrations dans le vestiaire. Donc, il s'est fait ce déplacement un peu privé ou personnel sur les frais du contribuable. Tout cela alors que Kash Patel, il y a quelques années, avait critiqué justement ses prédécesseurs du FBI qui, selon lui, utilisaient les jets du gouvernement à des fins privées. Écoutez. Nous ne sommes pas du genre à nous balader en jet privé. Et quelqu'un, peut-être au Congrès, devrait demander combien de vols en jet privé ont été effectués par le directeur Comey ou par mon prédécesseur et combien de voyages personnels ils ont fait. Ah oui, c'est terrible ce placard à archives. Il y a toujours des pépites dedans, Corentin. Et finalement, on est un peu dans l'extension de ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce risque désormais qui existe pour Trump et pour son entourage, y compris donc le directeur du FBI, d'être perçu comme étant déconnecté. Oui. D'une partie de leur électorat. On pense aussi, puisqu'on parle de jet privé, à l'affaire autour de Kristi Noem du Department of Homeland Security et à son Boeing. Il y a plusieurs affaires qui sont sorties comme ça et qui sont quand même pas totalement dans l'axe de communication voulu par le président. Absolument, mais c'est toujours le risque d'un discours populiste anti-élite qui, évidemment, une fois que ces populistes anti-élites se retrouvent au pouvoir, eh bien, ils peuvent se retrouver face aux contradictions. Et en plus, dans le cas de Kash Patel, depuis le début de son mandat au FBI, il a déjà été, j'allais dire, rattrapé par la patrouille pour des déplacements, en particulier avec son épouse. Effectivement, on a quelque chose là qui ne va pas en termes de positionnement, surtout que Kash Patel, donc il faut le rappeler rapidement, c'est un podcasteur conspirationniste qui avait servi à la toute fin de la première administration Trump, qui s'était fait une spécialité due à la dénonciation de l'État profond, du complot des élites. Celui qui était en tête de la croisade d'ailleurs pour publier l'intégralité des dossiers Epstein. Voilà, avant de ne plus être d'accord. Voilà, mais donc effectivement, c'est d'autant plus redoutable ce type d'image où justement il se comporte exactement comme les élites qu'il vilipendait quelques années auparavant. La dernière question peut-être, compte tenu de tout ce qu'on vient de se raconter depuis le début de cet épisode, est-ce que tu considères, pour dire les choses simplement, que la démocratie américaine est menacée aujourd'hui ? Quand on a un président américain qui semble ne plus respecter les décisions de la Cour suprême et ses membres, quand on a un président qui nous explique que les élections qui arrivent, si elles aboutissent à une défaite pour lui, ce sera forcément que les adversaires auront triché. Donc il laisse entendre qu'il n'acceptera pas ces résultats dans cette hypothèse. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, encore une fois, pour la démocratie américaine ? Alors la réponse, elle sera double. Il faut nécessairement s'inquiéter parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où un président qui n'a pas reconnu sa défaite électorale de 2020 et qui cherche encore aujourd'hui avec les moyens de l'État à contester, on l'a vu en particulier avec la perquisition effectuée par le FBI justement en Géorgie, qui conteste encore cette défaite de 2020 et qui aujourd'hui est en train de préparer l'opinion au fait que s'il y a défaite électorale en 2026, eh bien ce sera encore une fois de la triche, et donc on voit bien qu'il s'apprête à contester encore une fois ces résultats électoraux. On ne peut qu'être inquiet. Je veux dire, une démocratie ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, elle ne fonctionne pas bien comme ça. Ensuite, on ne peut pas faire et on ne doit jamais faire de prédictions
elle va être mise à l'épreuve une nouvelle fois. Ça va être une nouvelle fois un peu comme un test d'effort ou un test, voilà, on va tester. Bon. Crash test. Exactement. Alors peut-être que, voilà, on peut être optimiste et se dire les garde-fous vont être supérieurs et puis de toute façon la voix des électeurs sera entendue. Néanmoins, on voit quand même, la seule chose qu'on peut dire, c'est que factuellement, on n'a jamais vu un État fédéral, donc l'État dirigé par Trump, s'immiscer autant dans la préparation des élections qui normalement est une compétence des États fédérés. Et on voit, et ça c'est une grande première, cet État fédéral qui, au nom de la lutte contre la présumée tricherie, dont d'ailleurs aucune preuve n'est jamais apportée, et même les enquêtes qui sont effectuées, y compris par le ministère de la Sécurité intérieure de Trump, prouvent qu'il n'y a presque pas de fraude. Et les procès qu'il a intentés ont été perdus. Exactement, mais il se sert de cet argument pour chercher à s'immiscer et à contrôler d'une certaine façon le processus électoral. Et donc, ça ne peut qu'inquiéter, incontestablement. Ensuite, on verra ce qui se passera. Ainsi s'achève l'épisode 8 du Monde selon Trump. Merci beaucoup Corentin Célin d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi Antoine Hollard depuis Washington, bien sûr. Le podcast est à retrouver sur le site et l'application BFM, bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. Et vous vous abonnez bien sûr pour ne rater aucun épisode. Salut à tous et à bientôt.